On est donc au second épisode de la saison composée aux NURBS. Alors tu te souviens, j'avais expliqué que les bisplingues, c'était des êtres vivants. Maintenant, on va faire la famille. Donc vous voyez, j'ai mis ici un certain nombre de nœuds équidistants et on se souvient, T0, entre T0 et T1, il y a 20 ans de décalage. Donc on fait naître un être. Alors regardez, je vais faire le dessin comme ça. On va mettre ici un petit rectangle. Alors notez tout de suite, ça c'est une information très utile pour... C'est le moment où tu vas devoir passer l'examen. Un truc que j'adore demander, c'est dessiner les NURBS. Et regarde comment je les dessine. Alors une NURBS de type B3, donc une NURBS de degré 3, elle vit sur 4 intervalles, donc elle grandit comme ça, elle va mourir comme ceci, et elle a un petit chapeau comme ceci. Ok? Ça, c'est B03. Puis maintenant, je fais naître, bah oui, parce que tu vois, tu es né en l'instant T0, quand tu as 20 ans, tu rencontres madame, hein, ou tu rencontres monsieur, et qu'est-ce que tu fais? Tu donnes naissance au fils. Donc, on a la deuxième génération qui naît en T1, qui va mourir évidemment 20 ans décalé et qui vient comme ça. Okay. Puis tu as la troisième génération qui vient comme ceci. Puis tu as la quatrième génération qui vient comme ceci. Puis tu as la cinquième génération qui vient comme ceci. Et tu as comme ça. Okay. Bon, alors tu vois toutes les générations qui succèdent. Bon, on va un peu détailler. La première génération qui est ici, qui grandit là et qui meurt comme ça, ok, ça, c'est le grand-père. Hein? Alors évidemment, le grand-père, il donne naissance à quoi? Ben, au père. Ok, donc le père, bon, on va le laisser en noir, le père. Ok, hein, donc ça, oui, on va le mettre en gris. On va le mettre en gris. Hein, donc on va le mettre comme ça. Voilà. On va le mettre le père, il est ici, il vient là. Ça, c'est le père. Et le père, évidemment, il meurt ici. Ok, 20 ans décalé par rapport au grand-père. Et puis, on a le fils, parce que le père, évidemment, il donne naissance au fils, qui est là. Et le fils, il arrive ici, comme ça. Et ça, c'est le fils. Et le fils, il donne naissance au petit-fils. Et le petit-fils, il est là. Et puis, tu vas me dire, oui, mais le petit-fils, il donne naissance à l'arrière-petit-fils. Mais il y a quelque chose qui va se passer. C'est que regarde bien ce qui se passe avec quand l'arrière-petit-fils va naître, le grand-père sera mort. Et donc, si tu regardes bien, sur l'intervalle, hein, on va repasser au noir ici, sur l'intervalle T3, T4, il a fallu un certain temps hein, pour que la population démarre, hein, mais on a exactement ici 4 générations sur un intervalle. Alors tu vois, il a fallu un certain temps pour que, à partir de T0, toutes les générations se mettent en place. Parce que j'ai pas fait l'arrière-grand-père, donc j'ai commencé au grand-père. Alors, on va un peu regarder ce qui se passe entre T3 et T4. Regarde un peu ce qui se passe entre T3 et T4. Voilà, on va le mettre en noir. Là. Voilà. On va tracer l'évolution de ce qui se passe. Entre T3 et T4, le grand-père, il est à la fin de sa vie. Et regarde bien ce qui se passe. Ben, il décroît comme ça. Ça, c'est le grand-père. Hein? En T3, le grand-père a 60 ans. Hein, il a encore un peu sa tête. Mais après, sur les 20 ans, hein, donc T3, entre T3 et T4, il fait que décliner. Pendant ce temps-là, le petit-fils qui est né en T3, hein, avant il était le bébé, il n'avait aucun impact, ben lui, il a l'effet exactement inverse, c'est il commence en T4, il a 20 ans, et donc ça c'est le petit-fils. Ok? Alors regardons ce qui se passe avec le père. Ben, le père, hein, il est en gris, ben, le père, si tu regardes bien, ce qui va se passer, c'est
sur l'intervalle T3, T4, il est ici. Tu vois, au début de T3, il a 40 ans, il est au top du top, mais il va commencer à décliner. Hein, tu vois, et donc, à la fin, il va arriver comme ça. Ça, c'est le père. Et le fils, ben, au début, il avait 20 ans, et lui, il vient comme ça. Et donc, ça, c'est le fils. Okay. Et donc, ça, c'est les 4 coups sur un intervalle. Tu vois, il y a le père. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe la propriété que je vais qualifier de 0. La propriété 0, on la met ici. On va les observer comme ça. Ça, c'est la propriété 0. C'est qu'il faut être, pour des êtres, être entre TP et Tn-P. Hein, ce sont les intervalles avec toutes les générations. Alors ici, fondamentalement, P est égal à 3. Donc c'est à partir de T3 que j'ai toutes les générations présentes. Et comme ici, N vaut 8, hein, T8, donc ici, j'ai 8 moins 3 est égal à 5. Et donc j'ai toutes les générations sur 2 intervalles, ces deux-là. Ok. Après, ben, il y a des générations qui manquent. Il faudrait mettre T9 pour avoir le, tu sais, l'arrière-arrière, petit-fils. Ok. Donc ça, c'est la propriété numéro 1. Alors la propriété numéro 1, on va lui mettre une petite boîte comme ça. Voilà, voilà, voilà. Hein. Alors en fait, la manière dont on a défini les normes, c'est pour avoir ces propriétés magiques. Donc ça, c'est la propriété numéro 1. Alors on a la propriété 0. Je n'ai pas numéro 1, qu'est-ce que tu dis? Alors la propriété numéro 1, celle-là est extrêmement intéressante, et c'est vraiment celle-là qu'on veut avoir. La propriété numéro 1 des B-splines, c'est que sur les intervalles où toutes les générations sont présentes, on a la propriété suivante, c'est la somme de B0 3 plus la somme de B1 3 plus la somme de B2 3 plus la somme de B3 3. Donc la somme du grand-père, du père, du fils et du petit-fils est égale à 1 sur l'intervalle T3, T4. Ok? C'est ce qu'on appelle une partition de l'unité. Donc ça veut dire que si j'additionne, hein, sur le graphe qui est ici, hein, T3, T4, le père, le fils, le grand-père et le fils, j'obtiens une somme, hein, donc ça veut dire ça, hein, plus ça, j'obtiens un truc qui vaut 1. Exactement. Ok? Eh ouais. À tout instant. Sur tout l'intervalle, ça vaut 1. Ça, c'est une propriété qui est extrêmement importante. C'est pas joli, on va refaire ça. Pilou, c'est la partition de l'unité. Et puis, on a la propriété numéro 2, c'est que les courbes sont jolies. Et la propriété numéro 2, pilou, la propriété numéro 2, voilà, que j'encadre ici, comme ceci, c'est que on a C2, des courbes C2, qui sont fondamentalement CP moins M, la multiplicité des nœuds. Alors ici, la multiplicité des nœuds, ils valent toutes 1. Et donc, ça veut dire qu'on a là 3 et 1. Et donc, on a des courbes C2. Ok? Ah, ça c'est bien. Alors, regardez bien, je vais un peu décrire la multiplicité. Donc, si tu prends des courbes comme ça, regarde, bidou, là, ok? Et que je mets des points qui sont comme ceci, là, là, là,
ouais, comme ça, là, ok, et que je trace, alors on va faire le truc, on va se concentrer, Vincent, pilou, 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 je trace une courbe rouge qui va comme ça, donc par exemple une courbe qui fait comme ceci, là, et puis comme ça, ok, et que je trace une courbe bleue qui est comme ceci, et puis comme ça, ok, donc ça c'est des B2, et puis une courbe verte qui vient comme ceci, et puis comme ça, ok. Ah, donc ça, c'est des courbes d'ordre 2 avec des trucs, et donc elles sont CA. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces deux nœuds là, et je vais les fusionner. Et si je les fusionne, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc ici, je vais avoir un nœud double, et le point là, ok, donc les deux nœuds centraux, je les ai fusionnés. Donc ça veut dire que ce qui va se passer, c'est que la courbe rouge qui apparaît ici, eh ben, elle doit finir directement, elle va faire comme ça. Ok? La courbe bleue, elle va monter comme ceci, et puis elle va refinir, hein, comme ça, et elle va redescendre comme ceci. Et là, elle vaut 1. Oui, parce que la courbe verte, elle va faire exactement la même chose, elle va monter comme ça, et puis là, elle va redescendre comme ceci. Ok? Et là, j'ai mis un nœud double, et tu vois que maintenant, ma courbe, elle est C0. Regarde bien, dans le nœud qui est double, les fonctions, la courbe bleue, elle est continue, mais elle est plus C1. Il y a une sorte de point d'inflexion. Et donc, tu vois, quand tu mets des nœuds doubles, tu vas pouvoir rendre les courbes moins continues. Et c'est quelque chose qu'on va avoir envie, quoi. Et si maintenant, on fusionne ces trois points-là ensemble, et donc on met ici un triple point, et là un nœud simple, ok, et bien qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la courbe bleue qui monte comme ça et qui va jusqu'à 1, et puis qui disparaît, et la courbe verte qui fait le symétrique comme ça, et qui est donc qui va de l'autre côté. Et là, maintenant, elles sont discontinues, puisque tu vois la courbe, elle passe de 1 brutalement à 0, et on a une continuité C-1. Et donc quand tu vois que je mets des nœuds de multiplicité de plus en plus élevée, la continuité des B-splines va chuter. Alors, on va faire un petit dessin pour voir ça. Tu vois, là, j'ai fait un petit programme informatique et j'ai mis des nœuds, d'abord doubles, d'abord triples, d'abord quadruples, hein, avec des B3. Et tu vois que quand je mets un nœud quadruple, la B1, 3, elle monte, et puis plops, elle disparaît. C'est, tu vois, l'accident brutal. Tal! Elle est en pleine croissance, et clac, il meurt. Ah, c'est brutal ça, on s'y attendait pas. Et donc quand tu vois, tu veux mettre des accidents de la vie, tu mets des nœuds doubles et triples, c'est les guerres, les épidémies, tous ces trucs-là. Clac! Ah, c'est sauvage. Ça change. C'est dramatique, c'est crucial. Ok? Et donc tu vois déjà que quand tu as mis ici un nœud triple, tu vois là, on a un raccord avec un point d'inflexion, ce n'est plus que CA. Et quand j'ai un nœud double, c'est encore, là c'est ici, hein, je ne vais pas dire de conneries, hein, tu vas te concentrer, Vincent, tu te concentres, ici c'est C-1, là c'est C0, et ici c'est C1. Par contre là, c'est C2. Ok? Donc tu as des nœuds doubles et triples. Ah, ça c'est intéressant. Alors regarde, on va faire un truc avec les nœuds doubles et triples. Tu vas voir, on va rigoler un peu, hein, et on va faire des machins rigolos. Hein. On va faire des petites observations. Alors tu te souviens, on a observé les propriétés. Sur l'intervalle TI plus 1, seul, c'était la propriété 0. Et maintenant, on va faire un petit truc rigolo. Regarde bien. On va faire le lien entre les courbes B-spline et les polynômes, les courbes de Bézier. Alors, les courbes de Bézier.
Oh, c'est quoi? Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des bisplignes. Donc, ici, tu prends des bisplignes. Et je te dis tout de suite, quand tu prends des bisplignes, le B, ça ne fait pas rapport à M. Bézier, c'est simplement pour dire que c'est des bases, splines, des splines de base. C'est la base sur laquelle on va faire la courbe. Donc ça n'a aucun rapport avec M. Bézier. Et pourtant, alors regarde bien, je vais reprendre mes petits points et je vais les mettre comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je vais dessiner des courbes B-spline de degré 2. Donc je vais faire un petit carré comme ça. Pilou, pilou, pilou. Pilou, pilou, pilou. Je vais dessiner une courbe rouge. Ça. Pioup, pioup, avec le petit chapeau. Une courbe bleue. Pioup, pioup, avec le petit chapeau. Une courbe verte. Pilou, 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 pilou. Qui grandit là avec le petit chapeau comme ça. Et ce que je vais faire, c'est je vais réunir ces trois nœuds ici, ensemble. Et je vais prendre ces trois nœuds-là et je vais les réunir ensemble. Et donc je vais mettre ici un triple nœud. Et là, je vais mettre un triple nœud. Ok? Et qu'est-ce que j'ai? Ben, tu vois tout de suite que la courbe rouge, elle part de le maximum. Et donc, elle va aller comme ça. Elle part de 1 et elle descend comme ceci. La courbe verte, elle part de 0 et elle grandit comme ça. Et ici, nous avons une valeur 1. Et la courbe bleue, ben, elle naît à ce nœud triple-ci et elle vit comme ça. Alors pourquoi la courbe verte au bout, elle vaut 1? Parce que tu as la propriété de la partition de l'unité. Tu sais que la bleue sur la rouge, sur la verte doit faire 1. Comme la bleue et la rouge, elles valent 0. Et qu'il n'y a que la verte au point d'arrivée. Donc, la courbe, elle va vers 1. Et ça, ce sont ce qu'on appelle les courbes de Bézier. Et donc, les courbes de Bézier, on les obtient avec des bisplines en mettant des nœuds multiples. Donc, si voilà, je prends les nœuds du départ et je prends les nœuds à l'arrivée, je les rends multiples, je mets les mêmes valeurs, et à ce moment-là, j'obtiens les courbes de Bézier. Ok? Bon, alors, évidemment, j'aurais dû mieux dessiner le truc ici pour que ça soit horizontal. Donc, je vais le redessiner pour que ça soit bien horizontal. Hein, donc, ça, c'est une petite droite qui doit être bien horizontale, comme ça, sinon, tu vas encore dire que je fais pas bien. Ok? Alors, les courbes de Bézier, les courbes là, eh bien, tu sais quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle les polynômes de Bernstein. Donc, il y a tous des B, mais ce n'est pas les mêmes. Donc, les courbes de Bézier, les polynômes qui représentent ces courbes, c'est les polynômes Bézier. Donc, les bisplines, ce sont des polynômes. Quand on met des nœuds multiples, on obtient les courbes de Bézier. Et ces courbes de Bézier, ce n'est pas les polynômes de Bézier, c'est les polynômes de Bernstein. C'est compliqué, il y a beaucoup de B et aucun sont les mêmes de B. Hein, oui, c'est compliqué. Ok? Donc tu vois ça. Donc tu vas maintenant savoir que les courbes de Bézier, c'est en fait des bisplines, mais elles sont un peu différentes. Alors, c'est quand je t'explique, c'est quand les NURBS deviennent des splines de Bézier qui sont en fait des polynômes de Bernstein. Bon, alors, on va quand même dire un petit mot sur les gens qui ont créé toutes ces petites courbes. Hein? Qui a créé ça? Alors, un petit mot d'abord sur Monsieur Bézier. Alors, Monsieur Bézier, regardez bien, il est né en 1910 à Paris et il est mort en 1999. Et à un moment où, quand je parlais des courbes de Bézier, il était encore vivant. Voyez que c'est quelqu'un de très très bien, d'une famille très bien, presque comme la famille Le Gars. Un grand-père ingénieur mécanicien, mon père ingénieur mécanicien, sa sœur ingénieur chimiste, docteur en sciences, quasi aussi bien que la famille Le Gars. Ouais, tous les frères ingénieurs, le père ingénieur, le grand-père polytechnicien, la classe totale. Famille de gens bien, hein. Alors, regardez bien, notre ami Bézier, c'est lui qui a utilisé
ces courbes de Bézier pour pouvoir avoir une représentation de ce qu'on appelle la 4 chevaux sous une forme purement informatique. Donc il a représenté la carrosserie d'une voiture, non plus avec un gabarit en bois comme on le faisait jusqu'à l'époque, mais avec une représentation mathématique. Et donc vous voyez que c'est pas si vieux que ça. Hein, c'est en 1957 qu'il a fait ça. Vous voyez, 1957, après la Seconde Guerre mondiale, après les Tsuka, les Spitfire, les Zéro et tout ça, ça n'existait pas encore avant. Et donc, c'est le début de la représentation au niveau d'une représentation informatique à partir des nombres, à partir de courbes mathématiques d'une forme. C'est le début du computer design. Alors, il faut savoir que Père Bézier, il travaillait chez Renault. Mais, il y avait compagnie concurrente. Il y avait, tu vois, Renault. Mais il y avait quelqu'un d'autre qui travaillait chez Citroën. Un autre Français. Paul Faget de Castelio. Et lui, il n'a pas eu de chance. Autant Renault trouvait que c'était bien de publier, de parler des courbes de Bézier. Chez Citroën, on a dit « Ah non, ça c'est top secret, on n'en parle pas ». Et donc, c'est un peu triste pour notre ami Faget de Castelio. Lui, il n'a pas ses courbes. On parle jamais des courbes de Castelio. Alors, pour un peu corriger cette injustice notoire, on a décidé que l'algorithme qu'on utilise pour tracer les courbes de Bézier, qu'un algorithme dit de Castelio, lui, on lui a donné son nom. Et puis alors tu me dis, oui mais les NURBS, c'est qui a inventé ça? Eh bien les NURBS, ça a été défini par les Américains. Et la personne qui a généralisé l'algorithme de Castelio au cas des NURBS, c'est un certain Carl de Boer. Et tu vois, les NURBS, ça a été créé par les Américains pour le Boeing, pour l'industrie aéronautique. Les courbes de Bézier, ça a été créé par les Français pour Renault. Quand tu vas en France, on va te parler des courbes de Bézier, parce que c'est la gloire nationale. Quand on va aux États-Unis, on va te parler des B-splines, parce que c'est le truc américain. Mais fondamentalement, comme tu l'as vu juste avant, les courbes de Bézier, c'est des B-splines. C'est qu'un cas particulier. Et donc, les NURBS, c'est les B-splines, c'est un peu la même chose. Donc, quand tu fais des B-splines, tu fais des courbes de Bézier. Mais maintenant, tu vas voir, hein, quand on t'explique l'infographie en France, on te parle toujours des courbes de Bézier. Parce qu'on va quand même ne pas parler de Monsieur Bézier. Voilà. Regardez bien, il y a encore la page web de Carl de Boer avec plein de trucs super intéressants. Et c'est un gars vachement malin. Et donc, la généralisation de l'algorithme de Castelio, ça a été fait par ce grand monsieur Carl de Boer. Renan de Boer, un B, Bernstein, un B, Bézier, un B, et ce B-spline, c'est ni Boer, ni Bernstein, ni Bézier. C'est bêtement Bézier. Il y a plein de B, mais pour finir, on a décidé que c'était ainsi. Voilà, c'est la fin de la petite histoire sur les B-splines. Mais alors tu vas me dire, mais à quoi ça sert tout ça? Ah oui, on va y arriver. Ça sert à faire des courbes, à faire du design. Et donc, il reste à nous expliquer comment on fait les courbes et le design. C'est le point de notre épisode suivant. Restez à l'écoute, tout sur le design, les courbes paramétriques avec des B-splines.